voix de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Une loi cadre du 22 juillet 2023 facilite la restitution par les musées des œuvres d'art des familles juives spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Puisqu'elles appartiennent au domaine public, ces œuvres sont inaliénables. On ne peut, en principe, ni les vendre, ni les donner, ni les rendre. Pour les restituer par conséquent aux descendants des victimes, il faut adopter une loi pour déroger au principe d'inaliénabilité qui a une valeur législative. Alors avant la loi précitée de juillet 2023, il fallait agir au cas par cas en adoptant ce qu'on appelle une loi d'espèces, désignant précisément une ou plusieurs œuvres à restituer. Aujourd'hui, depuis la loi cadre de 2023, il suffit de suivre une procédure administrative infiniment plus souple, vous vous en doutez. La loi cadre précitée a en effet dérogé, une fois pour toutes, au principe d'inaliénabilité, pour toutes les œuvres du moins spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et demain, une autre loi cadre étendra peut-être ce régime dérogatoire aux biens pillés dans les pays africains pendant la colonisation. C'est du moins le vœu exprimé par le président de la République le 27 février 2023, un vœu qui a été précisé par un autre président du Louvre cette fois, dans un rapport du 27 avril de la même année. Dans ces deux situations, la France est en position de coupable, de débitrice, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et la France a été jadis en position de victime, de créancière, notamment vis-à-vis de l'Allemagne qui avait détruit ou pillé un certain nombre de biens artistiques pendant la Première Guerre mondiale. Or, à cette époque, la France s'est efforcée, pour la première fois ou presque dans l'histoire, d'obtenir réparation pour ces dommages très spécifiques. Comment a-t-elle fait ? Eh bien, c'est ce qu'explique la thèse de Clémence Vaillant, intitulée, je cite, « La réparation des dommages causés au patrimoine artistique et culturel français au cours de la Première Guerre mondiale, restitution et compensation ». Bonjour Clémence Vaillant. Bonjour Paul. Clémence, vous avez soutenu votre thèse le 5 février 2021 à l'université de Lorraine, qui fut en plein cœur des terribles champs de bataille de la Première Guerre mondiale, dont nous allons justement parler aujourd'hui. Et après avoir ainsi passé plusieurs années dans cette belle région, vous êtes parti dans une autre région, elle marquée plutôt par la guerre de 1870, le Centre Val-de-Loire, où vous êtes aujourd'hui chargé de mission culture santé, programme DRAC ARS. Bref, j'ai l'impression que vous êtes attaché, alors de gré ou de force, aux guerres franco-allemandes dans votre parcours. Mais plus sérieusement, quelle est l'origine de votre travail ? D'où est venue l'idée de travailler sur ce sujet ? Alors, ça vient de mon année de Master 2 à la faculté d'Aix-en-Provence, où en 2012, année où le musée du Quai Branly a organisé une cérémonie de restitution des têtes maoris à la Nouvelle-Zélande, j'ai décidé de me saisir de cette question et notamment de la loi de 2010 qui prévoyait plus largement la restitution des têtes maoris par la France à la Nouvelle-Zélande. La loi d'espèces dont je parlais tout à l'heure. Exactement. Et donc de me poser la question du traitement des biens culturels dans ce cadre particulier. Et à la suite de mon Master 2, j'ai eu l'envie de poursuivre sur cette question du statut des biens culturels et de la restitution en droit international, ce qui m'a amené à rencontrer Xavier Perrault, à l'époque maître de conférence en histoire du droit à Limoges, qui m'a proposé un sujet de thèse qui est celui que j'ai porté dans mes travaux. Sujet qu'il avait lui-même traité de manière analogue, me semble-t-il, dans sa thèse. Il avait déjà travaillé sur cette question. C'est un des grands noms de votre corpus doctrinal. Est-ce vous pourriez faire un panorama de l'historiographie des gens qui ont travaillé sur ça avant vous ? Oui, alors c'est en 2005 que Xavier Perrault a soutenu une thèse relative à la restitution internationale des biens culturels, mais lui sur une période plus longue, donc du 19e au 20e siècle, alors que moi je me suis intéressée à la question, mais précisément lors de la Première Guerre mondiale. Et en ce qui concerne l'historiographie du sujet, on a donc des historiens de l'art qui s'y sont intéressés sur cette période, donc notamment Bénédicte Savoie, donc elle plutôt sur les guerres franco-prussiennes, et
Christina Koch, qui, elle, s'est intéressée précisément aux destructions, mais aussi à la protection qui a été mise en place dans le cadre de la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement au service du Kunstschutz, que je ne prononce peut-être pas correctement, mais qui était en charge de la protection des biens culturels, et notamment des biens ennemis pendant la guerre. Donc de manière préventive cette fois. Exactement. Et à côté de ça, il y a bien sûr un grand nombre de chercheurs qui se sont intéressés à la question du droit et du régime de paix qui a suivi la Première Guerre mondiale. Mais à ma connaissance, aucun travail n'a travaillé précisément sur la manière dont les biens artistiques et culturels ont été saisis dans les discussions juridiques et au-delà de ça, la manière dont le droit à réparation qui a été pensé a été mis en œuvre par la suite. Là, vous venez déjà de délimiter chronologiquement votre sujet. Si on passe à la délimitation matérielle, je crois, comme le titre de votre thèse l'indique, que vous ne parlez pas de toutes les réparations, mais précisément de celles qui ont porté sur les dommages causés au patrimoine artistique. Alors concrètement, quelles œuvres d'art ont été touchées ? Malheureusement, aucune n'a été épargnée par la Première Guerre. Et dans le cadre de mes travaux, je n'ai pas souhaité faire de liste exhaustive et limiter les biens auxquels j'allais m'intéresser. Donc j'ai opté pour l'intitulé des biens artistiques et culturel. J'ai pas choisi le terme de bien culturel tout simplement parce qu'il a été consacré en droit en 1954. Ça aurait été anachronique. Voilà. Et donc, si on veut quand même lister les œuvres qui sont concernées par mes recherches et puis qui, dans les faits, relèvent de la notion de patrimoine culturel, on trouve bien sûr les œuvres d'art, tableaux, tapisseries, meubles de style, instruments de musique et documents à caractère artistique et historique, mais aussi, comme certains biens ont pu être cités dans les revendications, des trophées, des archives, notamment des plans de ville, et des souvenirs historiques tels que les drapeaux et les cloches qui ont été relativement souvent cités et revendiqués après la Première Guerre. Et ces différents types de biens ont été seulement détruits, volés, spoliés? Qu'ont-ils subi? Alors, les atteintes sont également nombreuses. Bien sûr, on a les destructions, et puis c'est dans ce cadre-là que l'on connaît principalement ce qui s'est passé dans le cadre de la Première Guerre, mais il y a aussi un certain nombre d'atteintes qui ont été causées aux biens meubles, et c'est ces biens auxquels je me suis intéressée, qui étaient susceptibles d'être déplacés. Donc, bien sûr, il y a les mises à l'abri, entre guillemets, nous y reviendrons peut-être, qui ont créé quelques atteintes. Il y a des œuvres qui ont été abîmées, tout simplement, lors de la mise à l'abri. Voilà, lorsqu'elles ont été déplacées, parce que ça pouvait se faire en bateau, par exemple. Donc on imagine bien qu'en termes de conservation pour des œuvres, c'était pas l'idéal. Mais après, on retrouve le vol, donc la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le pillage, donc là où on est plutôt sur un ensemble d'actions par violence ou contrainte qui vise à l'appropriation du bien d'autrui. Et parmi ces formes d'appropriation, on a notamment des ventes sous contrainte qui sont relevées dans les témoignages qui figurent dans les archives. Et je sais qu'aujourd'hui, la vente sous contrainte est un sujet qui intéresse particulièrement les chercheurs qui travaillent sur les persécutions antisémites et les spoliations de cette période. Et ensuite, la spoliation. Alors là, on n'a pas forcément de définition en droit international, mais on pourrait considérer que c'est une forme de vol légal. Il y a tout un système qui est pensé, qui est mis en place pour s'approprier spécifiquement certains biens. Voilà, bien sûr, ces définitions n'existaient pas au moment de la Première Guerre mondiale, donc il a fallu retravailler dessus. Les définitions n'existaient pas, mais les pratiques, oui. Et pourquoi alors les soldats, quel intérêt avaient-ils à ainsi s'en prendre aux œuvres d'art qui, a priori, ne sont pas des objectifs militaires ? Historiquement et traditionnellement, on entend parler des butins de guerre. Donc, c'était une manière pour l'armée, finalement, d'avoir une compensation des efforts fournis. Mais aussi, et on le sait, et ça a été travaillé par des chercheurs, le fait de s'en prendre au patrimoine de l'ennemi, c'est une manière de s'en prendre à ce qu'il a de plus personnel, de plus intime, c'est-à-dire sa culture. Et donc, pendant la Première Guerre, on a bien vu une guerre des cultures qui a été travaillée notamment par Christina Koch et qui démontre aussi les résultats de la rivalité de longue date qui existait entre la France et l'Allemagne. Une guerre de culture qui a pu toucher un certain nombre de biens.
Est-ce que vous en auriez un exemple emblématique à donner à nos auditeurs et auditrices? D'atteinte qui aurait été causée Un à des bien biens vraiment célèbre qui aurait été touché à l'époque? Alors, pour la France, on a la cathédrale de Reims qui a été bombardée et incendiée et qui a profondément marqué les esprits. Pourtant, il me semble que les œuvres d'art étaient protégées par le droit international antérieur. Est-ce qu'il n'y avait pas des obligations qui pesaient sur les belligérants de ne pas toucher aux œuvres d'art? Alors, historiquement, je dirais que le conflit était plutôt la norme pour régler un différend. Mais c'est vrai que dès l'époque de la Rome antique, on voyait des voix qui s'élevaient en faveur de la mise à l'écart de certains biens artistiques et culturels pendant les conflits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé au Moyen-Âge, mais qui n'a jamais empêché les spoliations, les destructions. Et qui n'avaient pas été consacrées par des coutumes au Moyen-Âge ou des traités? Même si on commençait à réfléchir à une forme de guerre juste et à la manière dont on pourrait régir un petit peu les comportements pendant les conflits, la seule exception qu'on pouvait trouver, c'est concernait les biens du culte, parce qu'on avait peur de la sanction divine à l'époque. Finalement, c'est plus tard, on a un travail doctrinal qui s'est mis en place entre le 15e et le 18e siècle, avec des grands noms comme Grotius, De Vatel ou Burlamaqui, qui ont essayé de réfléchir à la manière dont on pouvait considérer et au traitement qu'on pouvait donner aux biens culturels lors des conflits. Mais ce n'est qu'au 19e siècle qu'on a observé un réel tournant dans la manière de considérer les biens. Et donc là, on a vu apparaître quelques textes. Par exemple, le Code Liébert en 1863 aux États-Unis, mais qui finalement avait une portée limitée puisqu'il concernait uniquement les actions des troupes américaines. 2 tentatives par la suite dans la deuxième partie du 19e siècle, mais tout ça finalement n'a pas empêché, par exemple, la mise à sac du Palais d'été à Pékin en 1860, ou encore la guerre franco-prussienne de 1870. Donc les choses se sont un petit peu améliorées, en tout cas ont avancé dans les textes plus rapidement, avec les différentes conférences internationales fin 19e, et notamment les conférences de La Haye de 1899 et 1907, où là on a vu une réelle volonté et une introduction dans les textes d'un devoir de protection des biens artistiques pendant les conflits armés. Pendant la guerre, donc, si j'ai bien compris, une obligation assez ancienne, quoique ineffective, de ne pas toucher aux biens d'abord cultuels puis culturels. Mais après la guerre, après la victoire, n'y a-t-il pas, au profit du vainqueur, un droit de pillage traditionnel? Alors traditionnel, oui, ça c'est certain. En tout cas, depuis le Moyen-Âge, on note bien ce droit au butin et au tribut pour les troupes de la soldatesque. On voit une petite évolution à l'époque moderne avec une nouvelle logique, c'est le souhait d'un rapport d'équilibre entre les puissances pour maintenir la paix, tout du moins en Europe. Et donc là, on va avoir une réflexion qui se forme sur le régime de paix, si on peut l'appeler comme ça, à l'issue de la guerre. Et là, ce sont plutôt les indemnités qui vont apparaître dans les traitements de paix, mais sans vraiment pouvoir parler de réparation, puisqu'on va voir que ces indemnités au XIXe siècle restent souvent disproportionnées par rapport aux efforts de guerre réellement fournis. On peut voir par exemple avec la guerre franco-prussienne et l'indemnité fixée dans le traité de Francfort de 1871 de 5 milliards de francs or imposés à la France et qui n'étaient pas forcément en lien avec les dommages réellement subis par l'Allemagne. Ensuite, on va voir de nouvelles exigences et l'apparition de clauses de restitution d'œuvres d'art assez ponctuelles, pas systématiques, notamment après les transferts d'œuvres organisés par les troupes napoléoniennes. Et donc là, dans le cadre de restitution diplomatique, si on peut dire ainsi, la France s'est vue obligé de restituer une partie des œuvres qui avaient été enlevées. Mais la Première Guerre mondiale va donc constituer une rupture, à la fois par son caractère systématique donné à la restitution, et en même temps par le fait qu'on va essayer, c'est peut-être un vœu pieux, pour les Français ici en l'espèce, de ne pas passer pour des vengeurs qui viennent se payer sur la bête, mais qui vont au contraire avoir une démarche plus juridique. Et vous, si j'ai bien compris votre thèse, à chercher justement à mesurer, à critiquer, à apprécier cette démarche plus juridique, moins vengeresse, c'est ça?
C'est ça. En fait, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'il y a un véritable principe de réparation qui va être instauré pour la première fois de manière systémique après la Première Guerre. Et donc, je me suis intéressée à la fois à démontrer comment ce droit à réparation s'est fondé, sur quelle logique juridique, puisque, comme vous le disiez, c'était une volonté de rompre avec le passé. Exactement, et de s'appuyer sur le droit, sur un droit à réparation. Et l'autre chose que j'ai souhaité travailler et démontrer, c'est la manière dont ce droit a pu être mis en œuvre ou non. Et pour cela, quelles sources avez-vous mobilisées ? Alors, principalement des sources archivistiques. J'ai travaillé, donc, collecté des fonds au sein des archives du ministère des Affaires étrangères, aux archives nationales, à la BDIC, donc devenue la Contemporaine, et à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, devenue médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et en complément de ces fonds d'archives, j'ai également travaillé à l'analyse des journaux de l'époque, la littérature et les débats parlementaires de 14 à 1938. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté les dispositions du traité d'armistice, puis du traité de paix. Des sources donc diverses, grâce auxquelles vous avez pu mener votre démonstration à travers un plan chronologique, composé de 2 parties qui tournent autour du traité de Versailles dont vous venez de parler et qui constitue le nœud de votre travail. En amont, dans la première partie de votre thèse, vous vous concentrez sur la lente, la difficile élaboration de principes sur lesquels va reposer la réparation des dommages artistiques par l'Allemagne. Une élaboration lente parce qu'elle s'étend du début de la guerre jusqu'au traité de Versailles, en passant, comme vous l'avez dit, par l'armistice. Mais une élaboration aussi difficile parce que elle a fait l'objet de débats politiques, juridiques, entre les Français, avec les Alliés, mais aussi avec les Allemands, qui ont eu un petit peu leur mot à dire. Et en aval, ensuite, du traité de Versailles, dans la seconde partie de votre thèse, vous vous intéressez à la mise en œuvre concrète de la réparation des dommages artistiques, une mise en œuvre, bien sûr, qui a rencontré des difficultés, mais auxquelles difficultés on s'est efforcé de remédier par divers procédés que vous présentez également en détail. Nous allons donner un aperçu de ces différents éléments dans la seconde partie de notre émission. Votre thèse permet de répondre à 3 questions, à au moins 3 questions simples mais fondamentales, pour comprendre à la fois les principes et les modalités de la réparation des dommages artistiques causés ou imputés à l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. 3 questions. D'abord, qui devait payer? Est-ce que c'est seulement l'Allemagne? Et si oui, pourquoi? Ensuite, comment devait-elle payer? Quels étaient les différents procédés de réparation des dommages? Et enfin, comment s'assurer que l'Allemagne allait exécuter de fait, effectivement, ses obligations? Quelles sont les garanties? Donc voilà les 3 questions qui vont servir à structurer notre discussion. Commençons par nous demander qui devait payer. L'Allemagne, bien sûr, mais pas facilement. Il y aura besoin de garanties, et pas seulement. En effet, avant la fin de la guerre, avant de faire payer l'Allemagne, je crois que les sinistrés français ont demandé de l'aide à l'État français lui-même. Pourquoi? Quel est le fondement de cette loi de solidarité? Pourquoi est-ce que l'État français a dû payer quelque chose alors que ce n'était pas de sa faute? Tout simplement parce que les citoyens français, comme les Belges ou les Italiens, ont fait pression sur leur gouvernement pour obtenir une forme de réparation et d'indemnisation des dommages qu'ils avaient subis. Donc, ce à quoi le gouvernement français a répondu de manière plutôt favorable, en reconnaissant déjà en décembre 1914 un droit à réparation, et en le proclamant dès le début. Et en le confirmant, il a été repris ce droit dans la loi du 26 décembre 1914, puis confirmé également dans la loi de finances de 1917. Mais ce n'est qu'avec la charte des sinistrés, donc du 17 avril 1919, que ce droit a été affirmé et précisé dans sa mise en œuvre. Donc ça a pris un certain temps. Et ce qui peut être intéressant, c'est la manière dont il a été pensé, puisqu'il a fait l'objet de longues discussions. Et finalement, il a été le fruit d'un compromis, ce droit à réparation reconnu aux sinistrés, entre ceux qui voulaient laisser totale liberté aux sinistrés dans la manière d'utiliser l'indemnisation, et ceux qui préféraient qu'il y ait une intervention de l'État dans la manière dont l'indemnisation serait utilisée pour s'assurer d'une reconstruction rapide du territoire.
Autrement dit, que les sinistrés ne puissent pas utiliser l'argent pour se construire une piscine au lieu de... Exactement, ou aussi pour contraindre sur le lieu de la reconstruction, également, pour se concentrer sur les régions envahies. Dévastées, soit, d'accord. Et y avait-il eu des précédents où, à l'époque de la Révolution, de l'Ancien Régime, on ne remboursait rien, l'État ne remboursait rien à ses citoyens, ou sous une autre forme ? Alors, il y a eu des tentatives infructueuses. Avant la Révolution, on n'en parlait pas, mais après la Révolution, avec la proclamation des principes comme l'égalité des citoyens, on pouvait s'attendre à une évolution. On a vu des tentatives en 1792 et 1793, mais tentatives qui sont restées infructueuses. Et donc, on est resté sur un principe du simple secours qui était accordé discrétionnairement par l'État. Et cette discussion n'a pas été reprise après 1815 et 1870. Donc finalement, avec la Première Guerre, c'était la première fois qu'on voyait naître et définir ce droit à réparation. Et vous avez parlé de l'égalité comme fondement de cette solidarité, dans le sens où les victimes de l'ennemi sont dans une situation injuste par rapport à leurs concitoyens qui doivent donc les aider, c'est ça ? Voilà, c'est la notion de solidarité nationale qui se met en œuvre et d'égalité des citoyens devant les charges publiques, puisque finalement la guerre est portée par tous. Les Français vont donc payer, mais ce serait injuste de faire payer seulement les Français. On va donc se tourner très rapidement vers l'Allemagne. Sur quelle base juridique ? Donc la base juridique, elle a été difficile à définir. C'est différent de ce qui a été prévu au niveau de la France vis-à-vis des sinistrés, parce que là, on était sur une relation entre État et administrés de droit interne, alors que vis-à-vis de l'Allemagne, ce sont les règles de droit international public auxquelles on va faire recours, et donc au traité qui va être signé entre la France et l'Allemagne pour d'abord, et c'est une attente formulée par la France, reconnaître une responsabilité allemande dont découlerait un droit à réparation. Responsabilité, donc, même si mes cours de droit civil remontent à longtemps, donc il y a une faute. Il y a une faute de l'Allemagne ayant causé des dommages. Alors les dommages, je veux bien les voir, bâtiments détruits ou meubles détruits ou volés, mais la faute, quelle est la faute de l'Allemagne ici ? Et c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre au moment de la conférence de la paix. Quelle était réellement la faute de l'Allemagne ? Puisqu'on le sait, à l'époque, le recours au conflit et à la guerre n'était pas interdit en droit international. Donc, est-ce qu'on devait considérer que l'Allemagne avait mené une guerre injuste ? Et si c'était le cas, comment le définir ? Puisque aucun texte signé par tous les belligérants ne permettait de le faire. Autre possibilité, reconnaître une responsabilité sans cause de l'Allemagne. Et c'est une des hypothèses qui a été émise, mais qui a été rejetée parce qu'il y avait une vraie volonté d'appuyer sur le comportement fautif de l'Allemagne qui était à la base du système de réparation attendu. Donc finalement, pour revenir à ce système qui était souhaité de la responsabilité vis-à-vis du dommage et du droit à réparation qui en découlait, on a retenu l'agression de l'Allemagne, agression que l'Allemagne avait elle-même reconnue en partie dans les accords pré-armistice, dans lesquels elle acceptait une partie des réparations, de prendre à sa charge une partie des réparations. Agression, donc, guerre offensive qu'elle n'aurait pas dû mener, alors que, comme vous l'avez dit, c'était un peu autorisé à l'époque. Oui, et le point qui a été important pour définir cette notion d'agression, c'est bien la violation de la neutralité belge qui était reconnue par un traité de 1839. Et sur ce point, l'Allemagne reconnaissait sa part de responsabilité, mais ça ne permettait pas, dans les faits, de lui faire couvrir, de l'obliger à réparer l'ensemble des dommages causés par la guerre. Les Alliés, comme vous l'avez dit, avaient la volonté de responsabiliser l'Allemagne, de lui imputer une faute. Pour autant, je crois qu'ils ont fait preuve de modération avec le vaincu. Ils l'ont associé aux discussions, ou au contraire, est-ce qu'ils ont été impitoyables avec elle ? Alors, c'était aussi une des grandes questions. Une fois que la responsabilité était inscrite au traité, et c'est ce qui a été le cas avec l'article 231, c'était de définir la réparation totale et l'ampleur de cette réparation. Et donc là, on avait deux visions qui s'opposaient. La vision anglo-américaine qui considérait qu'il fallait opter pour une réparation limitée par rapport aux capacités financières de l'ennemi, et la vision française qui était plutôt une vision jusqu'au boutiste qui voulait une réparation
illimité. Mais dans ce cas, on voit que les discussions ont permis d'arriver à une forme de compromis, c'est-à-dire un droit à réparation intégrale inscrit dans le texte pour ne pas décevoir les opinions publiques françaises et anglaises, mais sans pour autant qu'il y ait une intention d'écraser l'Allemagne dans le système qui serait mis en place par la suite. Donc l'Allemagne paiera, l'Allemagne doit payer, mais comment? Quelle forme va prendre sa responsabilité? C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. Les moyens de réparer les dommages artistiques sont au nombre de 3. Si possible, au mieux, on peut demander la restitution de l'œuvre volée. Elle revient au propriétaire français qui l'avait perdue. Si c'est pas possible, on peut demander une compensation en nature, c'est-à-dire, c'est un peu étrange, le remplacement de l'œuvre d'art détruite par une autre œuvre d'art jugée équivalente. Et enfin, si ça non plus n'est pas possible, on doit se rabattre sur une compensation en argent, sur une indemnisation. Voyons ces 3 mécanismes en commençant par la restitution. Est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement la procédure ? Alors, la restitution, elle s'est faite en 2 temps. La procédure au moment de l'armistice, qui s'est basée sur la Convention et les protocoles, et qui concernait principalement les biens qui avaient été officiellement déplacés et qui faisaient l'objet de listes qui ont été remises par l'Allemagne à l'issue du conflit. Et dans un second temps, il y a eu la restitution fondée sur le régime de paix. Et dans ce cadre-là, c'est un système plus complexe qui s'est mis en place, avec bien sûr l'adoption de protocoles qui ont vu le jour en 1921. Donc on voit qu'il y a déjà un certain temps entre le traité et les protocoles, et qui a donc permis la mise en place de services de restitution, un en France, si je fais très court, et un en Allemagne à Wiesbaden. Et donc, les sinistrés formulaient leurs revendications auprès de l'État français. En expliquant quelles œuvres ils estimaient avoir perdues. Voilà. Le service les aidait donc à faire la preuve du droit de propriété sur ces biens et parfois à la preuve que ces biens avaient bien été déplacés en Allemagne. Et dans ce cas-là, le dossier passait dans les mains du service allemand qui pouvait lancer des recherches, mais de manière assez limitée puisque finalement l'État allemand restait souverain sur son territoire et donc il devait transmettre le dossier au service de restitution allemand qui, eux, étaient chargés des recherches. Et qu'ils le faisaient bien ou pas? Est-ce que, autrement dit, ça a marché? Est-ce que les gens ont été satisfaits de cette procédure? Alors, la procédure d'armistice, je dirais que oui. En revanche, la procédure qui a été mise en place après l'adoption du traité a fait l'objet de nombreuses critiques. Les premières critiques en direction des services français, d'abord du côté de leur manque d'autonomie, puisque, en fait, il faut savoir que les services de restitution qui ont été mis en place à Wiesbaden, en Allemagne, étaient chargés de l'ensemble des restitutions. Donc, par exemple, du matériel agricole, de la récupération... Pas que de l'art. Voilà, pas que des œuvres d'art. Et donc, on a reproché aux services d'avoir des méthodes similaires alors qu'il ne s'agissait pas du même type de bien. Et on les a également critiqués sur un manque de compétences ou une lenteur dans la manière de traiter les dossiers. Ça, c'est donc les critiques contre les services français, contre nos amis allemands, alors? Oui. Alors que contre les Allemands, le reproche qui leur a été fait dès le départ, c'est de s'appuyer sur la lenteur dans l'adoption des textes en disant qu'ils ne pouvaient pas engager les restitutions tant qu'ils n'avaient pas de base juridique pour le faire. Et une fois que ces textes ont été adoptés en 1921, les excuses ont été d'une autre nature. Donc on pouvait voir des excuses sur le fait que telle personne était insoupçonnable ou telle personne était décédée alors qu'on pouvait vérifier et voir que ce n'était pas le cas. Et finalement, c'était une manière de couvrir leurs compatriotes et de mettre un terme aux procédures de restitution. Procédures qui ont donc été insatisfaisantes, au moins partiellement. On est donc passé assez rapidement, ou on a essayé en tout cas, à la compensation en nature. Est-ce que vous pouvez d'abord nous la définir et nous dire quel intérêt ça avait, ce mécanisme? En fait, la compensation artistique, elle permet le remplacement d'un bien qui a été perdu par un bien de même valeur, de même nature. Donc se pose la question de comment définir l'équivalence entre ces deux biens. Et donc justement... Comme vous le soulignez, ça peut être difficile de comparer, je ne sais pas, un tableau de Léonard de Vinci à un autre tableau de Raphaël, Bruegel. Est-ce que finalement, les obstacles l'ont emporté et on n'a pas utilisé ce mécanisme ou est-ce qu'on l'a utilisé ? Alors, on a des cas de compensation artistique dans le traité. Alors, avant ça,
On a beaucoup de cas de compensation sur des biens d'une autre nature, par exemple le matériel agricole, le bétail. Voilà, ça a très bien fonctionné parce qu'il ne s'agit pas de la même nature de biens. Pour les œuvres, on a des cas qui figurent dans le traité, notamment la clause de l'article 247 au bénéfice de la Belgique, avec la compensation via la remise des volets du triptyque de l'agneau mystique ou encore du triptyque de la Seine de Dierig Boots. Mais ce type de clauses n'ont pas été adoptées en faveur de la France, alors qu'il y a de gros travaux qui ont été faits par les services français et notamment l'administration des Beaux-Arts pour prévoir ce type de compensation. Pour la France, l'idée a été rejetée par Lloyd George, sans que les raisons ne figurent dans les archives. Donc on peut émettre quelques hypothèses. Des raisons pratiques, on sait bien sûr que l'équivalence était difficile à trouver, mais on voit que pour d'autres pays, elle a été trouvée. D'autres hypothèses, peut-être sur le fait que la France avait eu d'autres compensations territoriales notamment, et d'autres satisfactions dans le traité, avec le retour de l'Alsace-Lorraine par exemple, et on n'a peut-être pas souhaité aller encore plus loin. Encore la vision soit jusqu'au-boutiste française, soit plus modérée anglo-saxonne. Voilà. Et puisque donc ça n'a pas marché tant que ça, les compensations en nature, ou en tout cas pas pour les Français, passons à la compensation en argent, le troisième procédé, l'indemnisation. Est-ce que ça a mieux marché et est-ce qu'on a déjà une idée du montant total demandé, obtenu par la France ? Alors, en termes d'indemnité, finalement, c'est un droit à indemnité globale qui a été inscrit dans le traité. D'ailleurs, le montant n'a pas pu être inscrit directement dans le traité et c'était à la commission des réparations, qui était une commission interalliée, de fixer ce montant. Donc, elle l'a fixé à 132 milliards de marks or, ce qui était un montant déjà mais global, important. Comprenant tous les dommages, pas seulement artistiques. Qui intégrait les dommages artistiques. Et comment a-t-on calculé, plus précisément d'abord, quel préjudice, quel coût était intégré dans le calcul ? Ça a été très difficile de définir quels étaient les préjudices et la manière dont ils devaient être calculés. Ça repose une question importante de quel type de dommages on parle. On sait que la question s'est posée de prendre en compte les dommages directs et indirects, par exemple. On sait que ce qui a été décidé, c'était plutôt de retenir les dommages causés en conséquence directe de la guerre. Qu'est-ce que c'est la différence entre direct et indirect ? Par exemple, les frais de guerre... c'est indirect, alors qu'une maison qui a reçu une bombe, voilà, c'est direct. Et comme vous le disiez, le préjudice matériel est assez facile à évaluer, mais le préjudice moral, le préjudice artistique, la destruction d'un tableau fait par un pâtre du dimanche ou par un grand artiste, ça n'a pas la même valeur, même si matériellement les matériaux ont été achetés au même prix au magasin. Ça, on a réussi à l'évaluer, le coût de la perte artistique ? Alors, ça a fait l'objet de gros travaux au niveau des services de l'administration française. Par exemple, si je vous donne le cas de la cathédrale de Soissons, c'est ce qu'on retrouve dans les archives, on peut voir que les services ont distingué une valeur 1914 qui remontait à 3 200 000 francs, par exemple. Donc, c'était la valeur avant-guerre. Et on considère qu'il y a la valeur 1920 de 12 800 000 francs et qu'il a la valeur d'après-guerre avec tous les coûts supplémentaires que ça peut engendrer pour une reconstruction d'un tel édifice. S'ajoute à ça un préjudice artistique que les services ont chiffré dans les estimations qui sont faites. Donc là, pour la cathédrale de Soissons, on est à 12 millions de francs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces travaux-là, ils ont été envoyés par la suite à la commission de réparation interalliée dont j'ai déjà parlé, et c'était à elle de trancher ensuite pour savoir comment les montants allaient être pris en compte ou pas. Et dans les faits, on considère que le préjudice artistique a été écarté, mais je n'ai pas de précision de la manière dont la commission a choisi de faire les calculs. Voilà. Et ce troisième mécanisme, alors, l'indemnisation, est-ce que ça a mieux marché que les deux précédents qui ont rencontré des obstacles ? Est-ce que l'Allemagne a payé ce qu'elle devait ? Alors, dans les faits, l'Allemagne n'était pas en mesure de le faire. Donc, progressivement, on a eu des moratoires à la fin des années 20 et en 1933, donc à l'arrivée au pouvoir du nouveau chancelier allemand, on sait que les paiements ont pris fin. Ils n'ont repris que dans les années 50 et ils ont fini d'être payés en ce qui concerne le remboursement des emprunts en 2010. Donc, des choses de la Seconde Guerre mondiale payées 100 ans plus tard, presque. Exactement. On le voit ainsi, la réparation a été très difficile.
Comment pallier ces difficultés? Quelles garanties, quels remèdes ont été trouvés pour forcer l'Allemagne à payer? C'est ce que nous allons voir en parlant des garanties. Parmi les garanties, commençons par les garanties internationales. Je pense d'abord à ce qu'on pourrait appeler les représailles contre les biens appartenant à des ressortissants allemands installés en France. En quoi ça a consisté de s'en prendre comme ça, en France, à des ressortissants allemands pour faire payer les Allemands? Donc, l'une des mesures, ça a été la mise sous séquestre des biens allemands. Et en France, c'est un décret qui a été adopté très rapidement, donc le 27 septembre 1914, qui a permis à la justice française de mettre sous séquestre ces biens détenus par des ressortissants allemands en France. Parce que généralement, ces personnes ont fui pendant la guerre. Voilà. Et donc, c'est une personne qui a été mandatée pour s'occuper de ces biens pendant le conflit. Quand on dit mise sous séquestre, ça veut dire gelé en quelque sorte? Exact, oui, c'est ça. Pas vendu encore, non. Mais plus personne ne peut l'acheter, l'utiliser. Non, la vente, c'est une question qui s'est posée après le conflit. Et est-ce que vous auriez un exemple concret de biens allemands qui auraient été séquestrés comme ça en France? Oui, les biens du collectionneur et marchand d'art Daniel Henri Kahnweiler, qui lui avait fui en Suisse au moment du conflit et qui a vu ses biens mis sous séquestre. Et alors, une fois que la guerre est finie, les biens sont rendus à leurs malheureux propriétaires ou la France les récupère? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était au cas par cas. On sait, en tout cas j'ai pu lire à travers certaines archives, que pour ceux qui avaient un réseau important en France, c'était plus facile de récupérer ces œuvres. Donc, dans certains cas, la main de justice a été levée et les biens ont été rendus. Dans d'autres cas, il y a des préemptions, par exemple, qui se sont opérées par les services des Beaux-Arts sur certaines œuvres. Donc, on sait qu'à cette époque-là, un certain nombre d'œuvres d'origine allemande ou de propriétaires allemands ont intégré les collections françaises. Donc, on sait que certaines œuvres ne sont pas reparties. À côté de ces garanties internationales, de ces représailles, est-ce qu'il y a eu des garanties qu'on pourrait appeler pénales? C'est-à-dire, est-ce qu'on a sanctionné les soldats allemands qui auraient volé, alors pas dans le cadre d'une politique d'État comme vous le disiez tout à l'heure, mais qui individuellement, en passant devant une maison, ont vu un beau tableau, l'ont pris? Est-ce qu'on a pu les punir et si oui, devant quel juge? Alors on sait qu'il y a eu des condamnations par les conseils de guerre, mais dans les faits, je pense que peu de condamnations ont pu être exécutées, et en tout cas seulement pour les personnes allemandes qui se trouvaient en territoire occupé, parce que pour les autres, c'était pas possible. Oui, l'Allemagne était souveraine, et donc vous voilà. n'avez pas envoyé les services de police là-bas. Voilà, ça nécessitait une coopération en fait entre les autorités qui était un peu difficile à envisager à l'époque, même si on a des correspondances qui en parlent. Et on a l'affaire du comte Jean d'Andigné, par exemple, qui est un cas un petit peu exemplaire de ce qui a pu se passer et des atteintes qui ont pu être causées aux biens des sinistrés français. Donc lui, c'est un Français? C'est un propriétaire français qui avait un château en Belgique, à Franc-Varé. Et donc, c'est un double intérêt. Ça nous montre un petit peu le caractère international, puisque ce sinistré a fait appel à la fois aux autorités belges, aux autorités allemandes et aux autorités françaises. Donc, lui, au moment de la guerre, n'était pas là, mais c'est son personnel qui était resté sur place, qui a pu témoigner par la suite de toutes les atteintes qui avaient été causées aux œuvres, et à ses tableaux, aux tapisseries des Gobelins qu'il avait dans sa maison et qui ont été enterrés dans des caisses dans les forêts par les Allemands. Donc ça, on en a des preuves. Donc, le sinistré s'est présenté devant la justice belge pour que les responsables soient condamnés. Certains qui étaient en territoire occupé ont été entendus par un juge d'instruction en Belgique. Certains militaires allemands. Oui, militaires allemands, voilà. Notamment un dénommé Keller. Donc, c'est allé très loin, ça a duré très longtemps, cette affaire, parce que la justice belge avait besoin du soutien de l'Allemagne, mais aussi de la France. Et malheureusement, ce qui est démontré, c'est que malgré le réseau que pouvait avoir ce sinistré Jean d'Andigné, qui a fait appel quand même au président de la République directement, n'a jamais pu avoir le soutien nécessaire, c'est-à-dire que le fameux Keller qui était en Belgique a pu repartir en Allemagne, et que tous les autres qui étaient cités dans cette procédure, identifiés
et quasiment reconnus coupables, puisqu'on avait les preuves de ce qu'ils avaient fait, n'ont jamais été jugés dans cette affaire. Qu'en est-il des resellers, c'est-à-dire des acheteurs qui auraient pu ensuite récupérer les biens volés par les Allemands pour essayer de les revendre en spéculant? Est-ce qu'ils ont existé? Est-ce qu'il y avait un trafic? Et si oui, quelles mesures a-t-on prises? Alors, du recel, il y en a eu, du trafic, c'est avéré. D'ailleurs, il y a une anecdote dans la correspondance des agents du service de restitution français qui se trouvaient en Allemagne, qui en avaient un petit peu marre de ne pas avoir de moyens de contrainte et qui ont décidé de se rendre chez les antiquaires de manière anonyme et qui avaient le droit d'accès aux réserves où se trouvaient des œuvres volées pendant la Première Guerre. Donc, c'est un fait, il y en a eu du trafic. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des œuvres qui se trouvent sur le marché de l'art et qui sont identifiées par des conservateurs de musées, mais qui n'ont pas les moyens pour aller les racheter. Et qu'est-ce qui a été fait pour lutter contre ce trafic? Alors, un vœu pieux peut-être du ministère des Affaires étrangères qui a réuni un comité et qui a lancé un grand appel aux personnes de l'art et aux sociétés savantes dans les pays alliés et neutres pour les aider à identifier ces biens et à parvenir à leur restitution. Oui, parce qu'il y avait des resellers et des acheteurs chez nos amis et alliés d'Angleterre ou l'Amérique. Mais finissons quand même par une touche positive qui permet de ne pas trop désespérer de l'être humain. Je crois qu'il y a eu des démarches volontaires, des démarches spontanées de retour des biens par les resellers, par les voleurs, par les héritiers. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous donner un exemple qui nous met un peu de baume au cœur sur la nature humaine? Oui, quand même, on va finir sur cette touche positive. Donc, je tiens quand même à dire qu'il y a eu des cas de restitution judiciaire obtenus par certains musées, comme le musée de Douai. Et en plus de ça, effectivement, comme vous le dites, il y a eu des restitutions volontaires. Alors, si on peut parler d'une vague, entre guillemets, dans les années 50, d'un côté, des conservateurs de musées allemands, comme un conservateur de l'Alte Nationalgalerie, qui se trouve à Berlin. Ils avaient reçu un don d'un tableau qui s'appelle « Après la lecture » d'Alix-Marie de la Perelle-Poisson. Et donc, ce conservateur a identifié l'origine de l'œuvre et l'a restituée. Et d'ailleurs, cette œuvre figurait sur la liste des dommages subis par la ville de Douai. Et ensuite, dans d'autres villes du Nord, on a vu des dons et des retours de biens. Et généralement, ce sont les descendants des personnes qui les avaient emmenés qui ont souhaité les restituer à leurs propriétaires. Et qui vont en quelque sorte réparer les fautes de leurs ancêtres. Exactement. Très bien, merci beaucoup Clémence d'avoir répondu à toutes mes questions qui ne donnent évidemment qu'un aperçu de votre thèse bien plus riche dont je rappelle le titre « La réparation des dommages causés au patrimoine artistique et culturel français au cours de la Première Guerre mondiale, restitution et compensation ». À ma connaissance, cette thèse n'a pas encore été publiée ou mise en ligne. Est-ce que ça va être un jour le cas ou vous ne le savez pas? C'est une possibilité. Très bien. Merci beaucoup Clémence. Merci à vous. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris Nord pour son soutien financier, à Pierre Damet et Christopher Thébault pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez réécouter sur vos plateformes préférées et diffuser sur les réseaux sociaux, en attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.